Passion Auto Rétro est une présentation de Hagerty et spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de Blainville qu'on vous présente votre émission. Cette semaine, on vous fait découvrir un Matador 1978 appelé la Grosse Brune et on reçoit Antoine Joubert. Restez là. Antoine, tu es une personne très connue dans le monde de l'automobile. Tu as fait de la télévision, de la radio, du web, les médias sociaux. Pas dans cet ordre-là, mais oui. Tu as tout fait ça. Ouais. Également, tu es propriétaire d'une AMC Matador 1978. Exact. Je vais te poser d'autres questions par la suite. Mais j'aimerais savoir la bougie d'allumage, parce que tu fais une carrière dans l'automobile. Ouais. C'est quoi le premier contact qui t'a allumé avec l'automobile? Aucune idée. J'étais très jeune, évidemment, comme tous les petits gars, des Hot Wheels, des Matchbox, des majorettes. J'ai commencé à jouer avec ça, à en dessiner, à regarder toutes les voitures de mon voisinage, à apprendre les modèles par cœur, à reconnaître des sons de voiture avant même que je sois capable d'exprimer quoi que ce soit. Alors, c'est né comme ça, c'est devenu une passion rapidement. Puis j'ai toujours dit que mon père m'avait transmis cette capacité d'avoir une passion très forte, comme lui en avait une pour la musique. C'est parti comme ça a toujours été dans mon sang, dans mes veines. Puis tu as progressé comment pour faire le lien avec ta carrière en automobile, tes premiers contacts? Mais est-ce qu'il y a des voitures plus significatives qui t'ont allumé pendant cette période-là? Ben, écoute, très jeune, c'est drôle, hein, mais moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était passionné de voitures exotiques, là. Les Ferrari, les Lamborghini, je trouve ça bien beau comme objet, mais c'est pas nécessairement ce qui m'a toujours passionné. Et puis, tu vois, très jeune, la voiture que je voulais avoir là, quand j'avais 10 ans, 12 ans, c'était une Rabbit GTI. Ce que j'ai aujourd'hui, j'en ai eu plusieurs, des Vaux qui s'apparentaient à ça à l'époque, tout ça. J'ai toujours aimé les Volkswagen de première génération, mais évidemment, je suis un amoureux des voitures. Alors, je suis pas amoureux d'une marque en particulier. J'ai toujours dit que je n'étais pas raciste en automobile parce que j'ai eu des voitures américaines, allemandes, européennes, de toutes sortes, des japonaises. J'ai eu à peu près de tout. J'aime tout. Je m'intéresse à énormément de voitures. Fait que je touche à tout, là. Antoine, par curiosité, la première voiture ancienne que tu as possédée, c'est quoi? C'est une Celica Supra 1984 que j'ai achetée, évidemment. L'auto devait avoir à peu près 25 ans. La nuance, la ligne est mince entre acheter une vieille minoune puis une voiture ancienne de collection qui ne vaut pas en même temps des fortunes. Mais c'est vraiment à partir de ma Celica Supra où là, j'ai commencé à vouloir en acheter, un peu en collectionner, en restaurer aussi. Là, c'est devenu une maladie complètement depuis, là. Mais c'est probablement avec cette voiture-là que j'ai commencé. Ouais. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Dans le magazine de l'Auto ancienne, la revue de voitures anciennes du Québec se trouve une importante section de petites annonces. Celle-ci se divise en deux sections. La première section contient des annonces de nos membres qui annoncent leur voiture gratuitement ainsi. L'autre section est un échantillonnage de ce qui se trouve sur les différents sites de vente au Canada. Abonnez-vous pour annoncer votre voiture. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le Conseil du Pro, on va parler des deux types de culasses les plus populaires dans un moteur de voiture ancienne. La majorité des fabricants, quoique c'est pas nécessairement vrai, il y en a eu des précurseurs, mais la majorité sont passés au milieu des années 50 aux culasses avec soupape en tête.
Donc, la tête, la culasse, c'est cette grosse pièce qu'on voit ici. On voit ici les soupapes ici qui sont là dans la chambre à combustion. Il y a l'espace pour la bougie, bien sûr. On voit l'admission qui est généralement toujours plus grosse que celle de l'échappement. Un moteur à soupape en tête respire beaucoup mieux, surtout pour les hautes révolutions. On a plus de couple aussi. Il y a pratiquement que des avantages. L'inconvénient qu'on peut noter, mais qui n'est pas vraiment très grave, c'est qu'avec l'usure des tiges de soupape et des guides, on se ramasse avec une consommation d'huile par les soupapes, autrement dit. Mais c'est quand même plus avantageux si on fait la colonne des pour puis la colonne des moins, évidemment. Pour ce qui est simplement de la culasse du moteur à soupape latérale ou soupape dans le bloc, bien, on a juste, à la limite, presque un couvercle qui a des passages d'eau, des trous pour les bougies, la forme de la combustion, une pièce qui est extrêmement mince si on compare avec l'autre et qui n'a pas besoin d'un cache couvercle comme celui-ci. Alors voilà les différences entre les deux. Merci, André. Bienvenue. Ce volet modification vous est offert grâce à l'expertise du garage Berthier-Roy, mécanique générale et spécialiste en réusinage de moteurs. Cette semaine, avec Berthier, bien, on va parler de modules électroniques de moteur et de transmission. Salut Berthier. Bonjour Éric. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. On va commencer par le module électronique qui gère le moteur. Oui. Okay? C'est quoi sa fonction? Comment ça fonctionne? Bien, c'est tout contrôler le moteur, l'injection, les injecteurs pour que le moteur roule bien. Fait que nous autres, on a choisi un Holley Terminator parce que c'est un modèle qui est quand même programmable. On peut faire des modifications. Comme on a vu la semaine dernière, sur le dyno, on peut jouer avec ça facilement. Fait qu'il donne un peu de manœuvre. Oui, c'est un module qui donne beaucoup de manœuvre. Puis en même temps, on peut gérer la transmission aussi avec si on choisit le bon modèle de transmission qui va avec. Okay. Parlons du module de transmission un Oui. petit peu. Lui, il gère les rapports. Est-ce qu'il s'adapte au comportement du conducteur? Oui, ça s'adapte au comportement du conducteur, mais on peut changer la programmation de base. Si les vitesses ne changent pas à l'RPM qu'on veut, si on ne l'aime pas, chaque vitesse, on peut la synchroniser exactement comme on veut l'avoir. OK, tu as toute cette souplesse-là. Oui, c'est vraiment plaisant. Elle peut être adaptatif à ton comportement ou je peux la programmer exactement où je veux mes changements de rapport. C'est ça. Puis à plusieurs positions, quand l'auto roule normal, qu'on s'en va en peu près, comme on dirait, on va avoir juste une petite raille de plaisance. Puis quand on veut vraiment y aller au fond, on peut y aller vraiment à l'RPM qu'on veut puis choisir nos rapports de changement de vitesse. Tu me comptais tantôt aussi des problèmes de modules. Lorsqu'on ne connaît pas ça, on peut s'aventurer des modules qui ne font pas la job, puis là, on est pris dans un souvent, carcan. j'ai des clients qui arrivent ici des fois avec des projets commencés. Ils ont un moteur X puis une transmission X, des fois même pas de la même marque. Ça peut des fois fonctionner, mais il faut vraiment trouver l'ordinateur qui va avec le projet pour que les deux matchent ensemble. Sinon, ça devient très compliqué. Là. Merci, Berthier. Merci, Éric. Ce conseil de carrosserie vous est présenté par AG Artiste Carrossier, passionné de restauration et de modification esthétique. Une fois la peinture complétée, il est possible d'appliquer une cire, un enduit céramique ou au graphène, ou bien une pellicule plastique, communément appelée un PPF. Toutes ces choses sont possibles d'installer, mais il est impératif d'attendre un 28 jours, le temps que les solvants s'évaporent. Sinon, il y a des risques de problèmes de peinture sur le long terme. Antoine, le Matador a été produit entre 1971 et 1978. Il était remplacé par le Concorde. C'est une voiture familiale, une voiture qu'on voyait, la voiture du peuple, dans le fond, dans AMC. Pourquoi, toi, tu t'es intéressé à cette voiture-là particulièrement? C'est quoi son histoire? Là? Bien, en fait, j'ai su avec le temps qu'elle avait été achetée neuve dans la région de Québec par un type qui s'appelait Jacques Derry, qui en avait acheté deux la même année. Une verte, sans panneau de bois, 6 passagers qui roulaient la semaine, de ce que j'ai pu comprendre, et celle-là qui servait pour le week-end avec laquelle il a remorqué une tente roulotte. C'est la seule qui a survécu. Mais tu sais, la question, c'est pourquoi t'achetais ça en 78 plutôt qu'une Chevrolet, plutôt qu'une Ford ou une Dodge? Parce que, évidemment, c'était un modèle super vieillissant. On ne peut pas dire que c'était particulièrement élégant. Et moi, je me suis retrouvé devant cette auto-là, aux voitures anciennes de Granby, en 2017. Elle est passée à l'encan.
J'ai regardé ça, j'ai fait, c'est donc ben laid, ça se peut pas, ça n'a aucun bon sens. Et bon, évidemment, elle n'était pas dans cet état-là non plus. Et essentiellement, je suis allé miser sur la voiture à l'encan. J'ai pas atteint la réserve. J'ai parlé avec le vendeur après l'encan ouais. et je me suis entendu avec lui. Mais le gros gag là-dedans, c'est que je tournais à l'époque une émission pour RPM+, un reportage pour RPM+, alors que je co-animais cette émission-là. Et je m'étais tout simplement dit, regarde, le cachet que je vais faire ici en fin de semaine, je vais le dépenser en auto. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est tellement drôle, je vais faire quelque chose avec, sans évidemment savoir que ça deviendrait un partenaire d'affaires puis une figure médiatique, parce que C'était pas prévisible, ça. Non! Depuis ce temps-là, j'ai fait plus de 200 lives à bord de l'auto avec mon collègue Germain Goyer. Et puis, l'auto a pris une autre dimension à partir du moment où la COVID est arrivée et où on s'est installé à bord de l'auto, lui et moi, à 2 mètres de distance, lui à la 3e rangée, moi à la première, pour qu'on puisse faire des lives Facebook Pour alors respecter. que personne ne pouvait sortir dehors. Là, Fait tu que respectais les normes du gouvernement en faisant ça. oui, c'est ça. Il y a bien des normes que cette auto-là ne respecte pas, mais nous, on respectait évidemment ce 2 mètres de distance. Il faut aussi savoir que quand j'ai quitté mon emploi d'animation à l'émission RPM, j'ai tout de suite pris la route avec cette voiture-là et j'ai fait la 66 aller-retour. C'est mon ami Mike Dumont qui a restauré la voiture mécaniquement, qui l'a mis en bon ordre mécanique pour que je puisse faire la route aller-retour. Parle-moi donc un peu de ton trip, Route 66. Ça s'est bien passé? C'était une idée que tu avais depuis longtemps? Ah oui, je voulais tout simplement décrocher, voir du pays. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis pour les différents paysages, les différents environnements dans lesquels tu peux te retrouver. Puis évidemment que la 66, ça s'y prête bien. Il y a des endroits qui sont ordinaires. Honnêtement, là, moi, je l'ai fait 2 fois. Tu peux passer tout droit de bien des endroits. Il faut que tu bifurques de la route 66 pour aller voir ce qui se passe à côté. Le truc qui est plus le fun, c'est de ne rien prévoir. Quitte à manquer 1 ou 2 hôtels dans lesquels tu aurais voulu dormir, mais d'y aller à tâtons et de découvrir durant le moment réel la chose, en gardant en tête de ne pas passer tout droit du Big Texas Steak Ranch qui est dans la ville d'Amarillo au Texas. On passe sur la 66 au Texas pendant, mon Dieu, quelques heures à peine, mais le meilleur steak que vous allez manger, c'est là. Aussi, on parle de ce gros voyage-là, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que cette voiture-là, tu la roules dans la vie de tous les jours? Moi, il n'y a pas une voiture que je possède que je garde comme un bibelot. J'ai horreur de ça. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Je connais trop de gens qui ne veulent pas sortir leur voiture quand il y a un rayon de soleil trop fort ou un nuage qui se pointe à l'horizon. Quand bien même qu'il y aurait 2-3 taches, 2-3 égratignures dessus, l'idée, c'est d'en profiter. Alors là, évidemment, la voiture est passée par une étape de restauration sérieuse récemment. C'est les gens de CarStar Latuc qui ont fait un travail exceptionnel. Elle est maintenant en très bonne condition pour que je puisse refaire des road trips et elle va servir à ça. Et là, l'air climatisé marche. Ça fait une sacrée différence parce que quand j'ai fait la route 66, bien, regarde la quantité de vitre qu'il y a là-dessus. Là. Ça devait être chaud. J'avais pas la climatisation, je m'en souviens. Tu dois t'en souvenir. Ouais. Écoute, on va parler dans l'autre bloc un peu plus de la restauration de la voiture, les gens qui se sont impliqués, puis dans quel état elle était. Ouais. Ce volet historique vous est présenté par Uniplus Network, votre expert en pièces de moteur, de restauration et accessoires pour véhicules anciens. Mario, cette semaine, nous parle de la ligne médiane, cette fameuse ligne qui nous permet de départager la route. Mais ça a une histoire, cette ligne-là. Oui, puis une histoire quand même assez intéressante et loufoque. Écoute, ça a pris naissance en 1911. Edward Hine suivait un chargement, un camion laitier, appelons ça de même, puis son chargement fuyait. Il laissait une traînée blanche en plein milieu de la chaussée. Là, il a suivi ça un certain temps. Il s'est dit, coudonc, bien, ça devient tellement logique, tu comprends-tu? Puis facile. Ben oui. Puis là, l'idée a fait, en 1911, l'idée a fait son chemin. Si bien qu'en 1917, Peter Rexford, un gars en Oregon, a décidé, lui, de reprendre l'idée. Lui, il dit, j'aime mieux le jaune. Le jaune est plus voyant. Les autobus étaient un peu jaunes, puis ils suivaient ça, puis ils disaient, on le voit mieux. Fait que lui, il a commencé à vouloir peindre dans le village. La municipalité n'a pas voulu. Il l'a payé de son argent. C'était l'adjoint au shérif. Il a fait des lignes jaunes partout dans le village. Puis l'idée a fait du chemin comme ça. En Californie, la docteure Joan McCarroll, de son côté, voyait un taux d'accident énorme. Elle était médecin, elle le voyait, urgentologue. Donc, elle a commencé aussi à vouloir peindre, mais en blanc.
Donc, c'est devenu un dilemme entre le blanc et le jaune. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Puis ce dilemme-là aux États-Unis a duré des années parce que plusieurs, je te dirais, là, 90 des États étaient de couleur blanc et certaines de couleur jaune. Donc, on a vraiment, des années 50, on a dit, OK, le blanc va être réservé aux autoroutes et le jaune aux milieux ruraux, ce qui est à peu près normal. Et dans la peinture jaune, ça a duré jusqu'au 20e siècle. On a mis du chromate de plomb, qui était hautement toxique pour les personnes qui traçaient les lignes, on peut comprendre. Résistant, mais toxique. Exactement, c'est ça. Je viens pour dire que ces 3 personnes-là ont contribué énormément à la sécurité routière. Madame McCarroll, elle, la docteure, elle a son autoroute, l'Interstate numéro 10 aux États-Unis, porte son nom. Oh, c'est bien ça. Fait que, tu sais, les histoires prennent naissance souvent dans la simplicité du moment. Tellement vrai. Puis au Québec, on a eu des lignes jaunes pendant des années aussi. Ben oui, on peut se rappeler de ça très bien. Puis là, ben, l'évolution a fait qu'on avait une ligne, 2 lignes, une ligne continue, une ligne pointillée. La sécurité routière s'en est inspirée et le jaune est devenu aussi très important au niveau des panneaux routiers aussi qui indiquent le danger. Merci beaucoup, Mario. Ça fait plaisir. Ce conseil esthétique auto vous est présenté en collaboration avec Rétro-Chic Esthétique, l'art de redonner vie aux véhicules vintage, et par Passion Detailing, produit spécialisé en esthétique auto. Bonjour tout le monde. Cette semaine, dans la chronique Conseil esthétique auto, Guy, tu nous parles d'une surface qui est la mal-aimée, disons, des voitures antiques. Ouais, comme les vitres, c'est le chrome. Comment est-ce qu'on entretient le chrome? Quoi faire avec le chrome? C'est un métal dur, mais qu'on ne peut pas polir parce qu'on va le graffiner. Donc, il faut quand même y aller en douceur avec les produits qu'on utilise. Le chrome, si le chrome est magané puis il y a des picots de rouille dessus, on a un produit ici qui s'appelle Iron Burn. C'est un acide, c'est drôle à dire, mais un acide sécuritaire qu'on utilise. Oui, exactement. En fond, c'est un acide qui va travailler, qui va extraire, dans le fond, les particules de rouille qui viennent justement contaminer la surface du chrome, mais de façon sécuritaire, parce que c'est vraiment dans une formule qui est ce qu'on appelle pH balancé. Donc, c'est une façon facile, rapide, liquide, sans effort de réduire, d'enlever ces seul désavantage, c'est que ça sent un peu comme nos grands-mères quand ils faisaient leur permanente. Ça sent un peu fort. Ouais. Ça va s'attaquer à la rouille, ça va devenir mauve. Il ne faut juste pas que ça sèche sur le véhicule, fait qu'on va le rincer comme il faut. Au pire aller, si on voit encore des picots de rouille, on fait une deuxième application. On le rince. Un coup que c'est sèche, moi, j'utilise souvent la même cire de qualité pour mes voitures de show que j'utilise sur mon chrome. C'est très facile à appliquer. Un petit applicateur, on fait tout comme ça. On peut faire le véhicule au complet, 10-15 minutes. Après 10-15 minutes, c'est très facile d'enlever la cire. Je passe avec ma première microfibre comme ça. Okay. Non, ça lui redonne vraiment... Puis ce qui est intéressant, contrairement à la vieille technologie de cire, il ne laisse pas de petits côtés blancs. Avant, on les cirait, puis il y avait tout le temps du blanc qu'on ne savait pas comment se débarrasser. Ouais. Mais lui, c'est très facile, puis ça devient protégé, ça pèle, puis c'est de toute beauté. Facile d'entretenir pour la suite. Merci, Guy. Très facile. Eh bien, si vous êtes propriétaire d'une voiture antique, d'un muscle car, d'un resto mode ou d'un pick-up, eh bien, le groupe Uniplus Network, c'est peut-être une entreprise que vous connaissez, mais on a encore beaucoup à savoir sur l'entreprise. Bonjour, Dorothée. Bonjour, Éric, ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Parle-moi un peu de l'entreprise. C'est une entreprise que beaucoup de gens dans le milieu de la voiture antique connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, on pourrait-tu faire un petit profil de l'entreprise? Absolument. On est des spécialistes de pièces de restauration et performance depuis plus de 25 ans déjà. Quand même beaucoup d'expérience. Absolument. Vous êtes les jeunes qui poussez l'entreprise à un autre niveau pour le futur? Oui, c'est ça. C'est que nous, on a repris l'entreprise depuis quelques années déjà. Puis on est prêt pour plusieurs années encore. Tu travailles avec ton conjoint, on va le souligner aussi. Donc, vous faites une équipe là-dedans. Puis le but, bien sûr, c'est de servir toute la clientèle dans le milieu des voitures antiques au resto mode ou encore dans les pick-up antiques. Oui, c'est ça. La manière maintenant pour vous joindre, la manière efficace, si on va avoir de l'information sur l'entreprise. Soit que vous pouvez envoyer vos demandes par courriel à info@commercial-uniplusnetwork.com ou toujours le téléphone. On répond à tous les appels du lundi au vendredi. Donc, il y a toujours une équipe ici, sur place, pour nous conseiller, nous diriger, puis aussi aller chercher ce qu'il y avait de mieux dans le marché, si on veut. Oui. Merci beaucoup, Dorothée. Moi, Patrick va venir me rejoindre ici sur le plateau, puis nous, on va continuer à parler de pièces automobiles. Merci, Eric. Merci à toi. Patrick, on a parlé tantôt qu'on avait des pièces vraiment pour les muscle cars, les restos mode, les classiques, les pick-up.
Mais j'aimerais que tu nous donnes un peu plus l'inventaire que vous pouvez distribuer justement aux maniaques de voitures antiques. Oui, on peut avoir du hood jusqu'en arrière, incluant l'intérieur. On peut avoir aussi la tôle pour tous les véhicules classiques, tels comme Mustang, Camaro, Firebird, les pick-up. C'est très à la mode par aujourd'hui. OK. Si on y va un peu plus précis, au niveau des carrosseries, si on a un Mustang, par exemple, un 64,5, tu peux avoir l'aile d'en avant, tu peux avoir le plancher, tu peux avoir tout ce qui vient avec. Oui, tout pour faire votre véhicule au complet. Là. OK. Puis si on parle maintenant des pièces moteurs, des pièces transmission, ça, c'est-tu des choses que tu peux nous aider? Si je parle d'un alternateur, par exemple, sur ma Mustang 64,5, peux-tu m'aider là-dessus aussi? Oui, on a des spécialistes qui sont là pour vous servir pour vos pièces de performance ou de stock qu'on peut avoir. Là. Donc, peu importe la voiture que j'aie une Mustang ou encore une Cadillac 1929, tu peux nous guider là-dedans par ton expertise. Exactement. Si la pièce existe, on est capable de la trouver ici aux États-Unis. OK. Je sais que vous avez également beaucoup de fournisseurs qui travaillent avec vous un peu partout. Vous avez vraiment une base très solide. Lorsque quelqu'un vous appelle, vous avez 60 fournisseurs qui peuvent vous aider là-dedans. Oui, on a 60 fournisseurs au Canada puis aux États-Unis qui sont là pour nous servir, puis on choisit parmi les qualités-prix qu'on peut vous offrir. Là. Tu me dis aussi en entrevue, tantôt, lorsqu'on se préparait, que tu faisais vraiment le travail pour aider le client. Donc, tu vas prendre la démarche, tu vas regarder tous les fournisseurs possibles. Je donne l'exemple d'un démarreur. Oui. Tu vas aller voir les compagnies qui peuvent te fournir. Tu vas aller sélectionner le meilleur produit au meilleur prix pour le client. Exactement, pour son véhicule. Patrick, maintenant, si on ne retrouve pas la pièce d'origine que j'ai besoin pour ma voiture, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Oui, on peut toujours rebâtir vos pièces d'origine, telles que booster de break, master cylindre, power steering et carburateur. On a des exemples à côté de toi, exactement. Ça arrive comme ça, le vôtre, et ça arrive comme ça de l'usine directement, là, de chez nos spécialistes. Donc là, on n'a plus la surprise que je pensais avoir commandé la bonne pièce, puis il manque 1 millimètre pour qu'elle rentre. On a la pièce d'origine, on est sûr qu'elle va faire, puis tu fais faire ça à une usine par des professionnels. Exactement, ils font ça depuis plusieurs années. Patrick, si je comprends bien, on peut avoir à peu près toutes les pièces pour les véhicules antiques, les muscle cars, les resto-modes, les pick-up antiques. On peut les avoir ici. Oui, assurez-vous de nous appeler avant, et toujours par courriel ou par numéro de téléphone. Donc, si je comprends bien, on t'appelle ou encore par courriel, par numéro de téléphone. À partir de là, tu nous conseilles, tu fais tes recherches, tu vas chercher le meilleur prix, le meilleur rapport qualité-prix et tu reviens au client pour le suivi. Exactement, avec un délai de 24 heures. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Ce segment vous a été présenté par Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Antoine, c'est un gros projet. C'est une restauration qui a demandé beaucoup d'énergie. La voiture était en piteux état, beaucoup plus que ce qu'on pensait, honnêtement. Quand tout a été nettoyé, qu'on s'est rendu compte de l'état, de la structure du plancher de l'auto et qu'on s'est rendu compte de tous les patchs qui avaient été maladroitement faites sur l'auto, bien là, on a vu dans quoi on s'embarquait. En fait, c'est les gens de CarStar là-dessus qui ont vu ça. Et puis là, bien, ils se sont embarqués vraiment dans un projet colossal. Plus de 1100 heures de travail sur cette auto-là. C'est du stock pour une auto qui n'a pas une grande valeur, il faut le rappeler. Alors, 1100 heures de travail et on n'a pas sorti le moteur de son socle, mais le reste, là, c'est une restauration complète en bas des difformes. Là. Ça a été ramené au métal, puis on recommence depuis le début. Puis il y a beaucoup de pièces qui ont été, évidemment, fabriquées maison, parce qu'il n'y en a pas des pièces pour ça. C'est pas une Camaro, c'est pas une Mustang. Là. Les pièces sont plutôt rares. Très rares. Au niveau du nom AMC, j'aimerais ça qu'on brosse un peu l'histoire. Oui. Ça vient de M. Nash, William Nash, en 1897, a travaillé pour Oldsmobile, la Olds Motor Works. Après, il était engagé pour GM, il est devenu directeur de Buick. Après ça, il est devenu président de General Motors. Il se chicane avec Durand, qui est alors un actionnaire de GM. En 1916, il passe et crée Nash Motor Co. Exact. Et là, on va filer dans le temps jusqu'en 1937 et qui va s'associer avec Kelvinator, qui fait des frigidaires, des réfrigérateurs, excusez-moi.
Puis le but, c'est d'avoir deux industries qui sont pas pareilles au cas où qu'un jour l'automobile ne va pas bien, mais les réfrigérateurs vont bien aller. Exactement. Mais il y a eu d'autres fusions par la suite. Bien, il y a eu d'autres fusions, notamment, évidemment, avec Willis. On est arrivé avec les Jeep. Après ça, bien évidemment, Hudson. Ça a fait en sorte qu'on a créé American Motors. Rambler est devenu un nom extrêmement populaire, au point où cette voiture-là, en fait, c'était une Rambler Ambassador au début. OK. Il y a eu les Rambler American, il y a eu plusieurs modèles de Rambler, mais celle-ci, c'était une Ambassador qui a été lancée avant la Matador, qui, elle, est arrivée en 71. Mais la Ambassador et la Matador ont été vendues pendant un certain temps, les deux à la même période. Et au milieu des années 70, l'Ambassador a tiré sa révérence et on a étiré la Matador jusqu'en 1978. Jusque-là. Et la Matador familiale, telle que tu la vois là, c'est la plus longue voiture AMC de l'histoire. Jamais construite. Jamais construite parce qu'à partir de 1974, on avait allongé son museau, plutôt disgracieux, soit dit en passant, et ça a fait en sorte que la voiture a gagné quelques pouces et est donc devenue la voiture la plus longue que la plus grosse des Ambassadors qui a été vendue à partir de la fin des années 60. 78, c'est la dernière année. Il s'en est pas vendu beaucoup, évidemment. Alors, c'est plutôt rare. Et aujourd'hui, je ne saurais pas te dire combien il en reste, mais il en reste pas énormément, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Antoine. Grand plaisir. Vraiment. C'est une belle entrevue. J'ai eu du plaisir avec toi. Fait que merci de nous avoir accueillis avec toute notre équipe. Ça fait plaisir. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présentée par V8 Passion et J.A. Larue.